Bonjour à tous, je me lance dans la vidéo que j'avais le plus hâte de faire, à savoir le bilan lecture du mois de mai. Alors, ça a été plutôt un bon mois de lecture puisque j'ai eu 3 bons livres, dont un coup de cœur, seulement une déception et un abandon. Dans les genres littéraires, j'ai lu 3 fantasy, 3 romans historiques, une dark romance et 2 cosy fantasy. Allez, c'est parti pour le premier livre que j'ai lu, à savoir L'île de Noirbresse de Brandon Sanderson aux éditions Le Livre de Poche. Donc mon mari m'a offert ce livre pour compléter ma collection, je les ai tous. Celui-là est particulièrement original avec son jaspage noir et à l'intérieur les pages sont en 2 couleurs, en blanc pour le monde réel et en noir pour Shadesmar. C'est l'histoire de 6e de Crépuscule, un ex-trappeur qui se retrouve à la retraite suite à l'évolution de son monde. Lui-même est extrêmement nostalgique des traditions et rêverait de pouvoir poursuivre son aventure en tant que trappeur. Malheureusement, le progrès a envahi sa planète, notamment à cause de ceux qu'ils appellent ceux venus du ciel. Mais ceux-ci ont l'intention d'envahir la planète de 6e de Crépuscule, notamment pour ces oiseaux magiques. Pour toutes ces raisons, 6e du Crépuscule se lance dans une aventure à travers tout Shadesmar pour éviter que sa planète ne soit envahie. En parallèle, on va avoir l'histoire de Halcyon, une jeune dragonne en exil, qui est la capitaine d'un vaisseau spatial qui travaille et qui traverse régulièrement tout Shadesmar. L'histoire est vraiment sympa, ça se lit très facilement. Il y a une petite vibe Indiana Jones qui est plutôt plaisante. Par contre, c'est vrai que j'ai trouvé ce livre très frustrant. Pour ceux qui connaissent pas super bien le Cosmere comme moi, je sais pas mon premier Sanderson, mais je suis pas familière à 100% avec tous les univers du Cosmere. J'ai trouvé ça très frustrant car dans l'équipage de Halcyon, chaque individu vient d'une planète différente. J'ai eu le sentiment qu'il me manquait quelques informations pour bien appréhender toutes les histoires de chacun. Donc j'ai trouvé ça un peu frustrant. L'autre point, c'est que j'ai vraiment aimé Halcyon comme dragon. Déjà, c'est un dragon. Je veux savoir ce qui lui arrive. C'est un dragon. Je veux connaître son histoire. Et finalement, elle est très peu approfondie. Donc j'ai trouvé ça frustrant. À côté, je vais revenir sur le thème principal, peut-être à mon sens, de ce livre, à savoir tradition contre progrès. Et ça, j'ai trouvé que c'était abordé de façon intelligente, car on voit bien que même si le progrès prend de plus en plus de place, la tradition garde une importance fondamentale dans une société. Donc j'ai vraiment passé plutôt un bon moment de lecture, même si j'ai quelques petits bémols à mettre. Donc j'ai décidé pour ce roman de mettre une note que je retrouve mes notes, de 3,5. J'ai aimé le roman, mais limite j'aurais préféré connaître l'histoire qui allait se dérouler après le roman, plus encore que le roman en question. Alors ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, c'était Aya Estrella, l'héritier, aux éditions Colin Harper. Le livre est magnifique, un très beau jaspage. Je venais de finir le tome 1 que j'ai adoré, ça a été mon coup de cœur du mois d'avril. Donc je me suis vraiment lancée dans cette lecture les yeux fermés, j'étais sûre de passer un très bon moment, ce qui a été le cas. J'étais très heureuse de retrouver Kuro et Nikita. On les retrouve exactement au moment où on les a laissés, on est vraiment tout de suite à fond dans l'histoire. On a envie, on vit avec eux, on a peur pour eux, on est triste, on est heureux. On vit vraiment toute leur histoire à fond. Donc ça, c'est vraiment la partie que j'ai adoré retrouver dans l'héritier. Je vais pas faire un résumé de ce livre, tout simplement parce que je risquerais de spoiler le tome 1. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire de Kuro Itake, un chef de clan Yakuza qui kidnappe Nikita Volkov, la fille cadette de la Bradva. Donc ce sera une histoire de mariage forcé. C'est vraiment un enemies to lover, un slow burn, c'est Grumpy Sunshine. Enfin, vraiment, le premier tome, on retrouve vraiment tous ces toutes ces tropes qu'on retrouve beaucoup moins dans le tome 2, notamment le côté Grumpy Sunshine, du fait de l'histoire qui est beaucoup plus sombre que le tome 1. Dans le tome 1, dans
l'impératrice, j'avais adoré le fait qu'elle développe énormément les personnages secondaires. Je trouvais que ça donnait plus de profondeur au récit, et c'est quelque chose qui manque cruellement dans l'héritier. Il y a carrément un personnage secondaire qui arrive, il est très peu développé, il est là, on sent qu'il est là juste pour l'intrigue, et j'ai trouvé ça dommage. J'aurais voulu qu'on approfondisse la relation de Kuro avec son frère Light, car le Light avait l'air intéressant, mais pareil, on s'est à peine survolé. Light, c'était un antagoniste dans le tome 1, et là, c'est une aide, donc on comprend pas trop. Et l'autre point qui m'a le plus gênée dans cette histoire, j'ai pas repéré ça dans le premier tome, dans l'impératrice, mais dans l'héritier, ça a beau être une histoire de yakuza, euh, j'ai trouvé que c'était juste là pour justifier une violence extrême, sans beaucoup de logique. Je suis désolée, mais aucun chef de clan, aucun parrain ne va se jeter dans le feu de l'action en première ligne. Alors je sais que c'est pour l'intensité dramatique, mais moi ça m'a sorti du livre, ça m'a sorti de l'histoire. Donc je pense que ma note est un peu biaisée parce que j'ai tellement aimé le tome 1, j'ai tellement aimé finalement malgré tout l'histoire de la duologie dans son ensemble. Je lui ai mis un 4 étoiles sur 5. Alors que j'ai finalement pas mal de petits reproches à faire, mais voilà, je vais dire que pour la duologie, ça mérite un bon 4 sur 5, parce que j'étais vraiment heureuse de retrouver Kuro et Nikita. Alors le livre suivant, c'est Emma, la reine de fer de Jean-Christophe Porte aux éditions City Éditions. Là, c'est la biographie de Emma de Normandie qui est devenue reine d'Angleterre suite à son mariage avec Aelthered le Malavisé. Je suis pas sûre des prononciations, mais c'est un roman historique, c'est une histoire qui s'est réellement produite. C'est la biographie, donc comme je disais, de Emma, une reine méconnue qui a régné finalement sur l'Angleterre au début que je dise pas de bêtises, elle a régné donc en l'an 1000, donc au début du XIe siècle, si je ne me trompe pas. Donc on la suit comment jeune princesse normande, elle se retrouve propulsée reine d'Angleterre dans une Angleterre qui n'est pas encore l'Angleterre, qui est soumise à énormément de raids vikings, comment elle doit ensuite trouver sa place dans cette cour qui lui est très hostile puisque elle-même, en tant que Normande, a du sang viking. J'ai trouvé ça très intéressant. J'aime toujours apprendre de nouvelles choses. J'aime toujours découvrir surtout une nouvelle reine, une nouvelle femme finalement historique, une nouvelle figure. Après, j'ai pas trouvé Emma si intéressante dans le sens où elle subit beaucoup sa vie. Alors c'est probablement lié à sa position dans une cour très masculine qui n'est pas encore réellement les cours tels qu'on peut se les imaginer. À côté de ça, voilà, c'est un livre qui se lit d'une traite. C'est exactement ce à quoi je m'attendais, donc j'ai pas été déçue. J'ai passé un très très bon moment. Je vais juste essayer de retrouver combien je lui ai mis, voir si je suis toujours d'accord avec moi-même. Hop, je cherche dans mes petites notes, je vous dis ça très vite. Oui, donc j'ai mis 3,5 sur 5. Je pense que c'est une bonne note, car voilà, lecture agréable, plume agréable, j'ai appris beaucoup de choses. C'était ce à quoi je m'attendais. Donc voilà, un très bon moment de lecture que je recommande à quiconque aime l'histoire, au moins en tant que moi. Alors ensuite, c'est mon coup de cœur du mois. Malfaisante de Molly O'Neill aux éditions Sabran. J'ai adoré le livre. J'ai juste adoré. J'ai adoré Jenny. Déjà, donc, c'est l'histoire d'une créature, Jenny, qui vit dans les lacs anglais. Jenny, ce qu'elle aime, elle, c'est organiser son lac, vivre sa petite vie tranquille, s'occuper de ses poissons, faire les compter, faire des petites stats de qui vit dans son lac. Jusqu'au jour où Tempérance, une sorcière, est jetée dedans. Et là, Jenny, au lieu de manger Tempérance, elle décide de la sauver. Ça va être le début d'une grande aventure pour elle. À travers toute l'Angleterre, on va rencontrer plein de créatures du petit peuple. Il y a une vibe clairement le Hobbit de Tolkien où finalement c'est un personnage qui est très casanier, qui se retrouve propulsé dans une grande aventure dont elle est l'héroïne.
J'ai adoré. J'ai adoré parce qu'elle en plus elle a une personnalité très très marquée. C'est une créature. Parfois elle se déplace à quatre pattes puisqu'elle sait pas marcher. Donc là on est vraiment c'est vraiment très prenant. Et quand je disais qu'elle a un caractère marqué, elle est complètement bornée. À un moment, elle se dispute avec Tempérance, mais les deux femmes restent campées sur leur position. Et finalement c'est le temps qui remet leur relation, qui leur permet de construire leur relation. Donc là-dessus, j'ai trouvé ça génial parce qu'on s'y croit. C'est une relation qui se construit. C'est pas une relation où tous les conflits se résolvent en un claquement de doigts. Ensuite, la fin, elle peut paraître parfois. J'ai lu certains commentaires comme quoi la fin était un peu expéditive. Moi, ça m'a pas gênée. Ça m'a pas gênée parce que je l'ai trouvée cohérente. En plus, il y a des indices tout au long du livre que je les ai eus dans un coin de ma tête, puis je me suis dit non, c'est bon, je vais oublier, ça doit pas être ça. Et en fait, si, c'est ça. Donc même si elle paraît expéditive et un peu sortie de nulle part, quand on reconstitue tous les indices qui nous étaient donnés, ah bah oui, c'est évident. Et oui, j'ai vraiment aimé le fait que c'est une relation entre femmes, on y croit. C'est une relation d'amitié, c'est une créature solitaire qui se retrouve dans le vaste monde qui doit composer avec des humains, avec d'autres créatures, avec des créatures qui leur sont hostiles. Et je suis désolée pour les petits miaou du chat. En tout cas, voilà, c'est une lecture que j'ai trouvée incroyable. Je peux que vous la recommander, mais vraiment les yeux fermés. C'est juste, enfin moi c'est vraiment tout ce que j'aime, puisqu'on y retrouve les mythes, les légendes, on découvre encore plus de choses sur tout ça. Donc vraiment, franchement, un gros coup de cœur. Mon prochain livre, qui est ma première déception du mois de mai, c'est le refuge occulte pour chat d'Agnès Aubert de Heather Fawcett. Si je devais comparer ce livre à un aliment, je dirais que c'est du tofu nature. Voilà. C'est fade. C'est pas bon. C'est pas mauvais. C'est fade. C'est insipide. Ça n'a pour moi pas grand intérêt. Ça peut paraître méchante, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai eu en lisant le livre et j'étais tellement déçue. Enfin, je veux dire, c'est l'histoire d'une jeune trentenaire qui a un refuge pour chats. Je pense qu'au miaou, vous comprenez que j'aime bien les chats. Et elle aime les chats, elle aime organiser, elle aime les listes. Enfin voilà, donc là, l'héroïne, elle avait déjà tout pour me plaire. Et elle se retrouve dans des situations rocambolesques avec un magicien grognon qui vend des artefacts illicites. Vraiment, le livre, mais l'histoire, elle avait tout pour me plaire. Et ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait du tout pour moi. La plume, je l'ai trouvée très lourde. J'ai dû régulièrement relire plusieurs fois les mêmes phrases pour être sûre que je comprenais bien. Alors que c'est une cozy fantasy. Moi, quand je lis une cozy fantasy, je veux pouvoir la lire d'une traite, être dans mon petit cocon. Je veux pas avoir à relire plusieurs fois la même phrase pour voir si j'ai bien compris. Ça m'a un peu agacée. Ensuite, j'ai pas du tout été sensible à l'humour. Contrairement à Malfaisante où j'ai adoré, je vais reparler de Malfaisante. Malfaisante, j'ai adoré l'humour. Je rigolais dans mon lit. Là, non. Là, je voyais qu'il y avait des tentatives d'humour, mais clairement, j'y étais pas sensible. C'était pas pour moi. Ensuite, les personnages, je les ai pas appréciés, je les ai trouvés creux, ils avaient pas de profondeur. Le peu d'histoire qu'on avait, on sentait que ça avait été mis là, mais de force, histoire de leur donner une histoire. Vraiment, ça l'a vraiment pas fait pour moi. Je me suis ennuyée. J'ai trouvé qu'il y avait une vibe un peu froide. Alors moi, dans une cozy fantasy, j'ai envie de me sentir au coin du feu, en train de boire un chocolat chaud. Là, je sais pas. Les descriptions me semblaient froides. Alors c'est dommage parce que là, c'est un ressenti complètement subjectif. Par contre, si je dois dire quelque chose, c'est que les batailles sont belles. La façon dont sont décrites les batailles, elles sont juste superbes. Dans ma tête, elles étaient au ralenti, mais elles sont superbes. Voilà, je sais pas comment l'expliquer. J'ai vu des batailles magnifiques au ralenti. Ça n'a aucun sens. Et ça a dû aider à ce que je mette quand même la moyenne, un petit 2,5 quand même, parce qu'il y avait une vibe château ambulant de Ghibli. Et j'aime tellement le château ambulant, c'est mon Ghibli préféré.
j'étais obligée de mettre la moyenne pour un livre qui a des petites inspirations. J'avais pas le choix, fallait que je mette la moyenne. Alors, ensuite, j'ai lu Le Chant de l'hiver d'Orlan Grey. Donc, déjà, le livre, sublime. Genre, vraiment sublime. Et là, ça a été une super lecture. Je m'y attendais pas. J'ai une copine qui m'avait dit "Oh, je l'ai lu, moi j'ai été déçue, j'ai pas trop aimé." Donc je partais pas forcément avec un a priori positif. En plus, c'était du young adult, c'est plus trop ce que j'aime. Et pourtant, j'ai adoré. J'aime beaucoup la façon d'écrire d'Orlan Grey, donc là-dessus, je savais que au niveau plume, j'allais passer un bon moment. Mais j'ai tout de suite été accrochée par l'histoire. Donc c'est l'histoire de Elvie, c'est une jeune fille, elle est belle, elle est douce, elle est calme, docile, obéissante. Elle est la fiancée future petite femme parfaite dans une Chine médiévale. Elle est soumise, elle bronche pas. Sauf qu'elle a un secret, c'est qu'elle manie la magie et que la magie est illégale. Et un jour, son plus jeune frère la voit ressusciter une fleur. Et là, ça va être le début du plus gros drame de sa vie, puisqu'elle va être rejetée par toute sa famille, par son fiancé. Elle va être exilée de son village, elle dont le rêve ultime, c'était d'être une mère et d'être une femme, d'être la femme de quelqu'un. Donc là, tous ses rêves sont réduits à néant. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est que voilà, elle est projetée dans le monde. Elle est projetée dans le monde alors qu'elle n'a aucun outil pour faire face à ce monde. Et elle va pas devenir l'héroïne badass qui résout tous les conflits. Non, non. Son évolution est bien plus progressive, elle est plus réaliste. Elle va être semée d'embûches. Elle va rester naïve et innocente un bon moment. Et à côté de ça, même si elle fait face à des épreuves qui lui permettent de grandir et de se construire et de devenir une meilleure version d'elle-même, tout au long, elle n'oublie pas qui elle est. Elle est cette jeune femme à qui on a inculqué la politesse, à qui on a inculqué des valeurs de je dois aider les autres, je dois être polie, je dois un peu m'effacer. Ça, là-dessus, elle va quand même comprendre que ce n'est pas toujours la solution à tous les problèmes. C'est normal. Mais elle va jamais oublier ce qu'on lui a inculqué. Elle va jamais oublier son rêve d'être la femme de quelqu'un et d'être la mère et d'être une mère. Mais elle va comprendre qu'elle peut être ça et elle peut être plus que ça. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien parce que elle grandit, oui, elle évolue, oui, mais c'est une évolution qui lui où elle jette pas tout ce qu'elle était avant aux orties. Ensuite, ça a beau être une romantaisie, clairement la romance, je le trouvais qu'elle avait pas un intérêt foufou. J'ai carrément oublié le nom de son futur mari là. Honnêtement, j'ai complètement oublié le secret qu'il a. Pour quiconque a lu 2-3 autres livres dans le même genre, on le voit dès le début. C'est clairement pas la partie la plus folle du roman. Par contre, l'héroïne, elle se construit dans sa relation avec Rohanna, qui va devenir une figure de grande sœur, la grande sœur qu'elle n'a pas eue, la figure de femme qu'elle n'a jamais eue finalement. Elle va voir qu'elle peut se construire en tant que femme autrement également qu'en tant que femme et en tant que mère. Donc c'est vraiment une histoire d'évolution. L'héroïne grandit avec Rohanna. Le seul point qui m'a vraiment gênée, c'est qu'à la toute fin, il y a une grosse facilité scénaristique qui gâche en plus des événements passés du livre, hein, et ça, j'ai trouvé que c'était très gênant et que ça n'apportait pas grand-chose au roman. Je pense qu'on aurait pu tourner les choses autrement sans cette facilité-là. C'est vraiment le point qui m'a le plus gêné dans ce livre, ce qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur alors que ça aurait pu l'être. Et je lui ai mis la très bonne note de 4,25. Donc c'est quand même une très bonne note. On passe à ma deuxième super lecture du mois, Daisy Jones and the Six. Je l'ai fait en lecture audio via Audible.
J'ai adoré parce que chaque personne a sa voix, chaque personne a son caractère. Les acteurs ou les lecteurs qui donnaient leur voix aux personnes étaient vraiment exceptionnels. Pour l'histoire, donc c'est l'interview de Daisy Jones and the Six dans les années 2010. Le groupe s'est séparé alors qu'ils étaient au sommet de leur gloire. Et on cherche à comprendre pourquoi. Pourquoi ils se sont séparés alors qu'ils étaient au sommet de leur gloire. Franchement, avec cette écoute, on est vraiment avec eux. C'est vraiment un groupe de rock des années 70 qui nous raconte leur histoire. On y est. Euh, Chacun a sa vision des choses. Tout le monde n'a pas toujours le même avis. Tout le monde n'a pas toujours les mêmes souvenirs, des mêmes détails. Donc là, j'ai trouvé, on y croit. C'est la réalité. On n'a pas tous toujours les mêmes souvenirs des mêmes événements. J'ai trouvé ça vraiment, enfin, j'ai adoré. J'ai même versé ma petite larme à la fin. Si je devais, pourquoi c'est pas un coup de cœur, c'est que tout au long de l'histoire, finalement, bah, j'ai pas eu ce petit ah mais qu'est-ce qui va se passer. On le sait, le groupe, il va se séparer. Le pourquoi il va se séparer, on le voit très vite venir. Donc là-dessus, je trouvais qu'il manquait le petit suspense qui tient en haleine et qui donne envie de tout de suite poursuivre la lecture. Ce que je veux dire, c'est que quand j'écoutais pas le livre audio, j'avais pas forcément envie d'y retourner. Alors que quand j'étais dedans, j'avais pas envie de m'arrêter. J'ai vraiment passé un très bon moment, même si c'était pas voilà un gros coup de cœur. Euh, bon, j'ai tellement aimé que j'ai tout de suite enchaîné avec la série Prime, qui est très bonne aussi, même si je trouve qu'il y a des petits points qui me gênent par rapport à la série audio. Par exemple, les acteurs qui n'ont pas pris une ride en 40 ans. Moi, ça me sort un peu du truc. Il y en a même un, il semble avoir rajeuni. Moi, je veux son élixir de jeunesse. Je trouvais que mon personnage préféré, Camilla, manque de force dans la série Netflix Prime. Mais c'est après voilà, c'est pas le cœur du sujet. Justement, voilà, Camilla, j'ai trouvé que même si c'est pas le personnage qu'on voit le plus, elle a une force. Elle est là, elle est présente. J'ai aimé la façon dont elle était écrite. Euh, je regarde. Oui, c'est au-delà de tout ça, j'ai trouvé que c'est une histoire c'est une histoire qui montre qu'on peut construire une famille, que l'amour, c'est pas toujours tout lisse, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas. Mais oui, c'est une belle histoire d'amour également qui est écrite là. Donc, en tout cas, c'est le deuxième roman que je lis de Taylor Jenkins Reid et c'est une deuxième super lecture que je peux recommander les yeux fermés à n'importe qui. Donc voilà, j'ai adoré. Je lui mettrai un bon 4,5 tellement j'ai aimé cette lecture, mais voilà, c'est pas un coup de cœur du fait que pour moi il manquait le petit suspense qui me donnait envie d'y retourner quand j'étais pas en train de l'écouter. Le livre suivant. Je vais beaucoup regarder mes notes. J'ai énormément de choses à dire dessus. Welcome to Fae Café de Jennifer Kropp aux éditions Calix. Alors, c'était une lecture commune. Je ne remercie pas la personne qui a choisi cette lecture. Ou je la remercie parce que j'ai eu l'impression de regarder un accident de la route. Je pouvais pas m'arrêter et en même temps, si à la fin j'ai dû m'arrêter puisque j'ai lu que 50%, je pouvais plus continuer ce carnage. Je suis désolée pour l'autrice je suis désolée pour l'autrice si son livre ne m'a pas du tout plu. Ce n'est pas une critique contre elle, c'est juste que pour moi, ça l'a vraiment pas fait. J'ai pas réussi à lire au-delà de 50%, j'ai pas pu. Pourtant, le speech de base est plutôt prometteur. C'est une jeune fille lambda qui tue par accident un fée dans un café. Et elle se retrouve avec 4 assassins fées à ses trousses. Moi, le speech de base, je fonce, j'y suis. Hein. Mais alors... Et voilà, on est au moment du montage et je réalise que j'ai oublié de préciser, il y aura beaucoup de spoils dans la partie suivante, donc si vous voulez pas connaître la suite de l'histoire, rendez-vous directement au temps indiqué en lien dans la vidéo. Alors déjà, je vais parler rapidement des des petites choses qui ont été
qui sont pas vraiment des problèmes pour moi, mais qui m'ont tout de suite sorti un petit peu de l'histoire. Il y a 2 points de vue. Moi, c'est pas ce que je préfère. Mais ça, voilà, chacun ses préférences. Moi, 2 points de vue, c'est pas ce que je préfère. Donc déjà, j'étais un petit peu moins emballée quand j'ai vu qu'il y avait 2 points de vue. Ensuite, il y avait des soucis de coquilles et de traduction dans le livre. Donc là, pareil, je trouve que c'est un peu problématique. Il y a une phrase, pour moi, elle veut rien dire. Un parfum floral et terrien. Non. Terreux peut-être, terrien non. Voilà, je trouvais qu'il y avait des petits problèmes à ce niveau-là. Bon, voilà, je peux passer outre si le reste est exceptionnel ou même ne serait-ce que bon, ce qui n'était pas le cas selon moi. Donc au-delà des problèmes de traduction où la phrase n'a plus vraiment de sens, le premier problème, l'héroïne. L'héroïne, clairement, c'est pas le poisson le plus oxygéné de la rivière. On commence, elle est dans un café, en train de lire un livre. Jusque-là, tout va bien, on l'a tous fait. Sauf qu'elle décide de le lire à voix haute pour passer, selon ses propres thèmes, pour la barjo et que personne ne vienne s'installer avec elle. Alors, je sais pas vous, moi, quand je vais dans un café pour lire un livre, la plus grosse interaction que je peux avoir, c'est « Excusez-moi, est-ce que je peux prendre la chaise ?» Personne ne va s'installer et s'asseoir à ma table pour commencer à me parler. Et je vous promets, je lis pas à voix haute. Donc là, j'ai compris que l'héroïne, elle avait clairement un pet au casque, même si elle pense qu'elle en a pas un. Oui, elle en a un. Et voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu, ça m'a un peu fait tiquer. Ensuite, elle est étudiante et elle essaye d'écrire un roman. Bon, jusque là, pourquoi pas, tout va bien. Enfin oui, je trouve même, voilà, elle est étudiante, elle veut écrire un roman, c'est un beau projet. Vas-y, fonce, Gaëtan. Et à côté de ça, elle veut ouvrir un café avec sa pote flic. Un café qu'elle doit entièrement retaper. Elle a pas l'air d'y passer beaucoup de temps pour le retaper. Sa pote, elle est flic. Enfin, jusqu'à présent, ouvrir un café, c'est un travail à temps complet, hein. Mais bon, elle, ça a pas l'air de la gêner plus que ça. Moi, les banques, je suis d'accord avec elle. Visiblement, les banques n'ont pas voulu lui fournir de prêt puisque elle fait appel à un usurier. Usurier qui lui laisse 3 mois pour rembourser ses dettes. Voilà. Tout le monde n'est pas très bon en compta, mais je veux dire, elle s'est dit en 3 mois, elle allait rembourser sa dette, retaper son café, sachant qu'elle y bosse pas à temps plein. Donc retaper le café en n'y étant pas tout le temps, bosser, on sait pas comment puisqu'elle peut pas être à temps plein, elle a une pote flic et qu'elle-même elle est étudiante et qu'elle écrit un roman, mais visiblement ça l'a pas perturbée. Elle dit son allez. Ça m'a un peu agacée, mais bon. J'ai vraiment eu l'impression de nager en plein délire. Chez les fées, c'est pas mieux. Le prince s'appelle Cressida, comme la pain beige dans Bridgerton, donc encore une fois là, Cressida, moi je pouvais pas, non, le prince Cressida, ça marche pas. Bon, c'est un prince, mais c'est avant tout le dirigeant de la compagnie des assassins de la méchante reine, parce que c'est une méchante reine, on sait pas pourquoi, mais elle est méchante. Et puis elle aime pas le prince, et puis personne n'aime le prince, à part ses 4 meilleurs amis de la compagnie d'assassins. Ah non, mais moi c'est non, voilà, non, juste non. Enfin, peut-être que ça marche pour certains, mais pour moi ça marchait pas. D'ailleurs, c'est une compagnie d'assassins, mais qui participe également, comme tout bon soldat, aux batailles rangées. Hein. Et puis une compagnie d'assassins, je sais pas, pour être un assassin, vaut peut-être mieux être un peu discret. Là, tout le monde connaît leur tête, sait qui ils sont. Enfin, non, ça marche pas pour moi. Ensuite, reprenons le cours de l'histoire. Donc, notre prince, assassin, le meilleur assassin des faits, doit tuer Kate puisque celle-ci a tué malencontreusement un autre fait. Moi, ma première pensée, ce serait, ok, il va y aller, hop là, un bon coup derrière la nuque, un petit coup de couteau, hop, on n'en parle plus, l'histoire elle est finie. Non. Lui, il arrive et il dit, Kate Cole, je t'ordonne de mourir.
Sauf que pas de bol, bah elle utilise pas son vrai prénom et son vrai nom de famille, donc il ne peut pas la tuer. Oui, parce que petite règle, chez les fays, si tu utilises le vrai nom de la personne, tu peux lui ordonner tout, y compris de mourir. Sauf que voilà, pas de bol, Kate Cole n'utilise pas son vrai nom. Et là, il se retrouve tout chafouin à ne plus savoir comment tuer cette demoiselle. Le meilleur assassin. Ah oui, et pourquoi Kate Cole n'utilise pas son vrai nom, c'est que enfant, ses parents sont décédés dans un accident de la route, c'est qu'elle a peur qu'on lui pose des questions si elle utilise son vrai nom et son vrai nom de famille. Alors, je suis désolée, Kate, effectivement, tu as subi une tragédie personnelle. Tout le monde l'a oublié. Personne ne te posera de questions, même si tu utilisais ton vrai nom de famille. Voilà, je suis désolée. J'ai pas trouvé ça crédible qu'elle utilise pas son nom de famille pour ça. Dans les passages encore sans queue ni tête, parce qu'il y en a bien d'autres, à un moment, Kate va à la fac, ça lui arrive de temps en temps, et là, elle va voir un professeur qui n'est pas le sien pour lui dire qu'elle a des questions à lui poser. Ok, bon, très bien. Le prof, il devine, sans qu'elle ait rien à lui expliquer, qu'elle a besoin d'aller voir une marraine bonne fée. On sait pas d'où sortent les marraines bonnes fées, on sait pas comment le prof il a deviné qu'elle avait besoin d'en voir une. Voilà, et il l'emmène voir les marraines bonnes fées. Alors là, j'ai trouvé que c'était plutôt original puisque les marraines bonnes fées se réunissent dans un club de tricot, ça c'est plutôt drôle. Mais on sait pas pourquoi, elles ne peuvent se réunir qu'une seule fois par semaine et elles ne peuvent pas parler de fae en dehors de ce club, elles peuvent pas se réunir en dehors de ce club. Voilà, encore une fois, l'idée est bonne, le pourquoi ensuite toutes ces règles ensuite absurdes ensuite, on sait pas pourquoi. Alors, dans l'ensemble, j'ai vraiment eu l'impression de lire une mauvaise fanfiction. J'étais pas dedans. Kate, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé stupide. Il y a des facilités scénaristiques, en veux-tu, en voilà. Il y a des incohérences, mais de partout. Quand je dis des facilités scénaristiques, donc comme j'ai dit, quand on utilise le vrai nom, on peut donner des ordres à quelqu'un. Ah bah, coup de chance, chez les fae, ils ont seulement 10 noms. Voilà. Donc, Kate, un jour, elle tombe sur un livre, et là, elle se rend compte qu'en fait, il y a les 10 noms. Elle dit les 10 noms. Sur les 10 noms, il y en aura bien les 4 qu'il lui faut. Ah bah oui, bah ça marche. Et d'un seul coup, ils sont à ses ordres. Voilà. Et dans ce bouquin, elle aurait toutes les réponses à ces questions. Et plutôt que de le garder pour aller l'étudier, une fois qu'elle a donné l'ordre aux failles de lui obéir, elle jette le livre et elle repart. Oh, elle est vraiment pas très fut. Ça m'a, enfin voilà, j'ai abandonné le livre quand en fait on apprend que les marraines bonnes fées ce sont des assassines. Assassine est un adjectif. Ce n'est pas un nom. Le mot assassin vaut pour les hommes et pour les femmes. Donc voilà, je ne donnerai pas de note à ce livre car j'ai pas pu le finir. Après, je suis peut-être trop exigeante, peut-être que certains ont adoré. Cet avis n'engage que moi. J'espère que je ne blesse personne en critiquant ce livre ainsi, mais vraiment, ça l'a pas fait pour moi. Et le petit dernier de ce bilan, c'est Rouge comme la mer, de Rita Cheng et Pig aux éditions Erol. Alors, j'ai choisi de lire ce livre pour le Flowers Book Challenge. C'était pour le Nénuphar rouge aquatique. Et c'est pas facile de trouver un livre comme ça. Donc, je suis tombée sur ce livre par hasard. C'est un livre de pirates. J'en ai jamais lu. Donc, vraiment, je savais pas trop à quoi m'attendre. C'est l'histoire de Shek Young, une pirate chinoise qui opère donc dans la mer de Chine au début du 19e siècle. Son mari vient de mourir et elle veut récupérer le pouvoir. Pour cela, elle va épouser le second de son défunt mari. On va la suivre à travers toutes ses aventures. On va la suivre également à ses
au début de sa vie, à comment elle en est arrivée là, comment elle est devenue pirate. J'ai beaucoup aimé le livre. Ça n'a pas été un coup de cœur, notamment parce que le début, je me suis un peu ennuyée. La fin finit complètement en queue de poisson. Mais j'ai appris beaucoup de choses dans ce livre. J'ai appris beaucoup de choses au niveau historique, puisqu'on est en Chine méridionale au début du 19e, au début du moment où l'Angleterre essaye d'inonder le marché chinois d'opium. On a quelques bribes de comment ils y sont arrivés, on a quelques enjeux géopolitiques de cette région du monde que je connais vraiment très très mal. Donc là-dessus, j'étais très satisfaite d'apprendre toutes ces nouvelles choses. Peut-être que quelqu'un qui s'y connaît trouverait ça un peu léger. Moi, j'ai adoré. Ensuite, j'ai trouvé ça très intelligent comme livre, notamment sur toutes les réflexions sur le fait d'être une femme de pouvoir, sur le fait d'être une mère, sur le fait que être une mère, c'est pas donné à tout le monde, que être une mère, ça ne s'improvise pas, que parfois, quand on donne naissance, on sait pas, on approuve que avoir un enfant, c'est aussi apprendre à l'aimer. Voilà. Désolée, je digresse un petit peu, mais moi, je me suis retrouvée dans tous ces thèmes, surtout que je les ai vécus un peu comme l'héroïne. Je me suis posé toutes ces questions que l'héroïne se pose. Donc vraiment, j'ai aimé cette lecture pour ce côté intemporel. Ce côté intemporel avec toutes ces questions de femmes. Voilà, le seul point que je pourrais dire, c'est malheureusement le début m'a paru un peu long. Je voyais pas trop où on allait. Et alors la fin, je vois encore moins où on va. La fin, j'aime les fins ouvertes, mais là, je l'ai vraiment trouvée trop ouverte. On devine vaguement ce que va décider l'héroïne, mais on n'en est pas certain. Donc là-dessus, j'ai trouvé que c'était un peu trop ouvert. J'ai trouvé ça un peu dommage. Donc je lui ai mis un 3,75. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez lu les livres, si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des idées d'amélioration, voilà, c'est la première vidéo que je fais sous ce format-là de bilan de lecture. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. S'il y a des livres que vous avez lus, que vous avez aimés, ou au contraire pas aimés, je serais ravie de lire vos avis en commentaire. Et je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo sera pour le 15 juillet. Il n'y aura pas de vidéo cette fois-ci le 1er juillet car j'ai des obligations professionnelles et personnelles. Donc sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.